Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Living Planet, le dernier jeu de Christophe Bollinger, aux éditions Ludicali. Living Planet est issu du financement participatif sur la plateforme Kickstarter et il arrive en boutique début 2020. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. L'humanité a quitté la Terre depuis 2755 années, car il n'y avait plus aucune ressource sur la Terre. Les explorateurs ont été sur plusieurs planètes afin d'essayer de rechercher une vie comme sur la Terre, n'ont rien trouvé jusqu'au jour où ils ont découvert la planète que l'on appelle Mycélium. Sur cette planète, les scientifiques vont découvrir le mycélium. Le mycélium, c'est une espèce de champignon qui a toutes les vertus nutritives besoin pour l'être humain et qui en plus lui fournit des anticorps qui fait qu'il est toujours en bonne santé. Les grosses corporations se sont installées sur Mycélium de façon à exploiter à fond le mycélium, qui leur amène de grandes sources de revenus. Donc dans le jeu Living Planet, les joueurs vont incarner une de ces corporations. L'objectif du jeu, c'est celui qui aura le plus de points de victoire. Un petit tour rapide du matériel de Living Planet. Nous avons des dés. Nous avons un plateau qui servira sur une des séquences. Je vous expliquerai bien sûr tout ça en détail. Comme c'est une planète que nous allons explorer, nous allons avoir des tuiles. Nous allons avoir aussi une phase de marché. Alors on retrouve aussi une phase de marché dans un de ces jeux qui est Archipelago. Donc vous verrez, c'est un système de marché qui est très fonctionnel, qui marche très bien. Chaque joueur aura un pack de 6 cartes, numérotées de 1 à 6, on reviendra en détail après. Il y a différentes ressources, l'acier, le vibrillium, le pétrole, l'énergie et le fameux mycélium. Chaque joueur aura également des meeples, donc des scientifiques et des véhicules, ainsi que des petites pastilles rondes, qu'on appelle ça des pastilles d'activation. Il y a de l'argent dans le jeu, des crédits. Il y a des jetons, nous verrons cela plus en détail après. Et enfin, il y a des bâtiments. Différents types de bâtiments, j'y reviendrai un peu plus tard. Et chaque joueur a également un paravent. Donc dans ce paravent, les actions sont rappelées ici, les différents pouvoirs de bâtiment sont rappelés ici, les points de victoire, ce sont les étoiles, et là pareil, différents bâtiments, ce qu'ils produisent. Le jeu se déroule en 12 tours, qui seront représentés ici. Pour une première partie à 4 joueurs, il est conseillé de jouer 8 tours. Pour une partie à 3 joueurs, il est conseillé de jouer 9 tours. Alors, pourquoi on n'a pas le même nombre de tours à 3 ou à 4 joueurs? Je vais vous l'expliquer après, lorsque je vais vous parler de la sélection des cartes planètes. La première séquence de jeu est la sélection des cartes planètes. Chaque joueur a son propre deck, qui est commun à tous les joueurs, avec des numéros qui vont de 1 à 6, représentant les faces des dés. Chaque joueur va secrètement choisir une carte. Une fois que tous les joueurs ont choisi secrètement leur carte, ils la révèlent, et cela va déterminer les différentes faces de dés qui vont être utilisées. Sur ce jeu, ce principe, les dés ne sont pas jetés. On ne jette pas les dés pour avoir des résultats. Donc les cartes que vous allez jouer n'ont rien à voir avec la chance. C'est un jeu de dés où les dés n'interviennent pas du tout au niveau de la chance. Donc là on a un 4 vert, un 5 jaune, un 3 bleu, et un 3 rouge. Nous avons terminé la première séquence de jeu. C'est très rapide. Alors, très rapide à retourner les cartes, à mettre les dés. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps à choisir quelle carte nous allons jouer. Car cette phase de jeu, là, cette première séquence de jeu est extrêmement importante. Donc ça peut des fois vous faire cogiter un petit moment.
Une fois qu'on a fini cette première phase, le premier joueur, qui changera à chaque tour, va placer les dés sur un plateau. Admettons que ce soit le joueur jaune qui était le premier joueur. Donc c'est lui qui va décider du placement des dés. Et donc qui sera le premier à jouer, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est pas forcément le premier joueur, on va dire le joueur actif pour le tour, qui va jouer en premier. C'est lui qui va choisir l'ordre des joueurs pour le tour. Allez, on va mettre ça comme ça. Et ensuite, nous allons résoudre colonne par colonne, donc joueur par joueur. Donc là, c'est le joueur jaune qui va commencer. Sur ce plateau, on va descendre le dé. Cette icône-là, c'est la phase de production. Une fois qu'on aura fait la phase de production, alors cette phase de production se fait pour tous les joueurs. Une fois qu'on aura fait la phase de production pour tous les joueurs, vous verrez après comment on produit. Je reprendrai chaque action en détail. Le dé passera ici, et ici c'est le symbole 2 actions. Donc le joueur jaune va faire 2 actions. Je reprendrai aussi les actions en détail, et enfin, une fois qu'il aura résolu ces 2 actions, on va passer ici, c'est la phase de cataclysme. Je reviendrai également en détail après. Donc une fois que le joueur jaune a joué, c'est au tour du joueur vert. Donc on va faire pareil, phase de production, il fait ses actions, phase de cataclysme. Le joueur bleu, phase de production, ses actions, cataclysme. Et là pareil, le joueur rouge, phase de production, les actions et le cataclysme. Donc ça veut dire que potentiellement chaque joueur pourra produire 4 fois. Donc je vous expliquerai tout ça après en détail. Donc la deuxième phase, c'était le premier joueur du tour choisit l'ordre du tour. La troisième phase, c'est la séquence du plateau leader. C'est ce plateau-là. Donc dedans on a vu production d'abord, action, cataclysme. Une fois que tout le monde a joué, nous passons à la quatrième phase, quatrième séquence qui est l'épuisement de la planète. Le joueur qui était premier joueur à ce tour-là va retirer une de ces 3 ressources. Admettons, je décide de retirer un acier, je viendrai le mettre ici. Et nous passerons ensuite au tour 2. C'est comme ça en fait qu'on aura le décompte des tours. À chaque tour, on va éliminer une ressource. Il faut savoir que ces ressources sont limitées. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors vous verrez, on va pouvoir en acheter, on va pouvoir en vendre, ce qui fait que le marché va être toujours vivant. Ensuite, une fois que le premier joueur du tour a éliminé une ressource, tout simplement, on va passer le plateau leader au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et c'est cet autre joueur qui commencera le tour 2 en tant que premier joueur. Alors, maintenant, quel est l'intérêt d'être premier joueur? Sachant que si on est à 4, on jouera soit 8 tours, soit 12 tours, 8 pour une partie courte, 12 pour une partie normale. Chacun, autour de la table, chaque joueur sera un moment premier joueur. Quelle est l'importance d'être premier joueur? L'importance d'être premier joueur, au-delà de choisir l'ordre du tour, c'est surtout que la carte qu'il va jouer aura un pouvoir. Et il pourra, s'il le souhaite, l'appliquer. Et seulement le premier joueur. C'est-à-dire les autres joueurs qui ont joué leur carte, eux, n'appliqueront pas le pouvoir qui est en dessous. Et c'est pour ça que ce qui est subtil dans ce jeu, justement, c'est quand on est premier joueur, attention au choix du dé. Alors le choix du dé, il est important, notamment pour les ressources, les cataclysmes, on va voir ça après en détail, pour les actions aussi, les valeurs de points d'action. Mais il est important aussi pour la petite action bonus qu'il peut faire. Lorsque ces cartes ont été jouées, elles viendront dans votre défausse, qui elle restera par contre visible pour tous les joueurs. C'est-à-dire si le rouge a joué le 3 à ce tour-là,
il ne pourra pas rejouer le 3 avant au moins le 7e tour. Petite exception avec un pouvoir de carte. Donc chaque valeur de dé a un pouvoir de carte, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très bien expliqué. Je passe sur une configuration à 4 joueurs, mais vous pouvez avoir une configuration à 3 et à 2 joueurs. Ce qu'il est important de savoir, c'est que même si vous n'avez pas 4 joueurs, si vous en avez 2 ou 3, dans ce cas-là, admettons qu'il n'y ait pas le joueur jaune et le joueur rouge. Alors ce sera une autre tuile de départ, elle n'aura que 2 emplacements, mais ça c'est pas important. Vous placerez quand même le tas pour le joueur rouge, son tas de cartes planète, et également pour le joueur jaune. C'est-à-dire vous tirez une carte aléatoirement sur chaque paquet pour chaque tour. Et pour chaque tour, on appliquera, même s'il n'y a que 2 joueurs, la phase de production. La phase d'action ne sera pas jouée puisqu'il n'y a pas de joueurs, et par contre on appliquera la phase cataclysme. Sur la tuile de départ, donc chaque joueur a une tuile spatioport, une puce d'activation et un scientifique. On remarque également 2 étoiles, ça veut dire qu'à la fin de la partie, ça rapportera 2 points de victoire. Et il y a le chiffre 6, c'est-à-dire lorsque sur le dé, on aura un 6, à la phase de production, tous les joueurs pourront faire l'action de la tuile, en respectant bien sûr ces conditions. Alors une tuile, elle se compose de terrains, soit du désert, de la plaine, enfin on appelle ça comme on veut, on va appeler ça du désert, ou de la montagne. On va voir après, quand on va explorer les autres tuiles, ce qu'il y a dessus. Cette tuile, la tuile de départ, est une tuile sans danger. Cette tuile ne peut pas être affectée par des cataclysmes. Donc sur notre plateau, c'est le joueur jaune qui commence. Donc on déplace le dé sur le 5. Production 5. Comme il n'y a que des numéros 6, il n'y a pas de phase de production. Ensuite, le joueur jaune va faire 2 actions. Alors la première action qu'il peut faire, ça va être d'explorer. Le joueur jaune explore, il peut prendre 5 tuiles. Il prendra la valeur de son dé. S'il avait mis un 1 qui décide d'explorer, il prend une tuile. Donc là, il prend 5 tuiles. Alors ces tuiles, il les montre, il les met face visible, et il va en choisir une et une seule. Les règles de pose, hormis la première tuile du jeu qui va être placée, une tuile qui est posée doit être adjacente à 2 autres tuiles. Je vous montrerai ça après. Ensuite, on va prendre la description d'une tuile. Donc, désert, montagne. Là, il y a 3 emplacements. Vous voyez, c'est mis entre des repères blancs. 3 emplacements. Donc, sur les emplacements, si on veut mettre des bâtiments de production, on ne pourra mettre uniquement le bâtiment de production qui correspond à la ressource qui est au centre de cet emplacement. Donc là, il y a 4 emplacements, je l'ai dit, 3, c'est 4. Donc par exemple, ici, je pourrais uniquement produire du mycélium. Ici du pétrole, ici de l'électricité, ici de l'acier. On remarque également, sur cette tuile, vous voyez, on a c'est craquelé, et on a des dés, des numéros de dés. Ici le 3 bleu, le 2 vert et le 2 rouge. Ça, on le verra dans la phase de cataclysme. Et pour savoir quel cataclysme est impacté, là on voit le dé, il est fendu, ça ce sont les tremblements de terre. Et sur ces résultats-là, on voit les dés sont rongés par l'acide, ce sont des geysers d'acide qui sont sur cette planète. Eux seront impactés par les geysers d'acide en cataclysme. On reviendra en détail après sur les cataclysmes. Le joueur jaune a décidé de mettre cette tuile-là. Donc, pour explorer, il va déplacer son scientifique. Donc le scientifique, c'est sur une case adjacente. Donc il va le déplacer ici. Il aura fait donc sa première action.
il a le droit à une deuxième action. Deuxième action, il peut encore décider d'explorer. Par contre, si cette fois il explore, il devra mettre une tuile soit ici, soit ici. Hein, il ne pourra pas la mettre là, là ou là. Ni là, là ou là. Hein, à partir du moment où il y a deux tuiles, il faudra mettre une tuile qui viendra soit ici, soit ici. Les quatre autres tuiles donc qu'il va défausser, il va les remettre sous la pile de tuiles dans l'ordre qu'il veut. Hein, il y a 23 tuiles en tout. Autre action, il peut faire un déplacement. Alors, quand je dis un déplacement, c'est pas tout à fait exact. Il peut faire jusqu'à 5 valeurs de déplacement, c'est-à-dire se déplacer de 5 hexagones. Mais il peut déplacer autant de scientifiques ou de véhicules qu'il a, hein, ça s'appelle des rovers dans le jeu, que son nombre indiqué sur le dé. Sachant que un scientifique, quoi qu'il en soit, même s'il y a 5 points de mouvement, ne pourra se déplacer que sur une case adjacente. Donc si je fais ça, j'utilise un point. Admettons que j'ai encore des tuiles par là, je pourrais très bien faire 1, 2. Donc ce qui me fait 1 plus 2, ça me ferait 3 déplacements, il m'en resterait encore 2. Par contre, on n'a pas le droit de prendre le scientifique, de le faire déplacer de 1, puis de le refaire déplacer de 1, et ainsi de suite. C'est une case adjacente par tour de jeu. Ensuite, en action, il a la possibilité de construire. Il y a 3 types de tuiles. Les tuiles carrées, entièrement carrées, c'est de la production. Donc c'est pas compliqué, hein. Il y a 5 types de tuiles, une par ressource. 2 points de victoire. Le coût, ça coûte 5 crédits. Enfin 5 méga crédits. Ensuite, vous avez les tuiles qu'on appelle les tuiles financières. Financiers, en fait, elles vous donnent 2 choses. Un pouvoir quand vous allez faire une certaine action. Donc là, c'est notamment quand vous faites l'action commerce, vous prendrez 2 fois plus de cartes que vous le feriez pour une simple action commerce. Vous êtes protégé contre les geysers d'acide. Et ensuite, là, vous avez uniquement la protection, hein, c'est-à-dire ça ne vous apporte rien ici. Vous pourrez protéger un hexagone en dépensant un vibrium. Donc, toutes les installations coûtent 5 négacrédits, quelles qu'elles soient, et elles rapportent différents points de victoire. 1 pour la protection et le côté financier, et 2 points pour la production. Donc ce qui nous intéresse, là, on va prendre la production. Une tuile production, vous voyez, elle a un numéro en haut à gauche. Si on la retourne, elle a un autre numéro en haut à gauche. Donc vous avez différentes tuiles qui vont de 1 à 6 et qui sont recto verso. Et à chaque fois, en face du 6, enfin sur l'autre face du 6, vous aurez toujours le 1. Sous la face du 2, vous aurez toujours le 5. Et sous la face du 3, toujours le 4. Hein, c'est les opposés des chiffres sur un dé. Donc lorsque vous allez construire, par exemple, je décide ici de construire une usine de mycélium, je vais choisir la tuile qui m'intéresse. Hein, donc il y a du 2, il y a du... Donc là, comment je vais la choisir? À partir du moment où j'étais le premier à jouer, et que vous voyez, il reste des dés derrière, il y a 3 joueurs qui vont jouer avec de la production, je me dis, ça serait peut-être intéressant finalement de prendre une tuile avec un 3. Je décide de prendre cette tuile, donc je paye 5 négacrédits. Je viens la placer sur la tuile où il y a du mycélium. Je place mon scientifique dessus, et gratuitement, je viens mettre une puce d'activation. Alors on la met là où il y a les méga crédits parce que c'est une info qui nous sert plus en fait là. Voilà. Et ça c'est gratuit. Hein. La puce d'activation, dans ce cas-là, elle est gratuite quand on construit. Donc j'ai fait une exploration, deuxième une construction. J'ai fini avec mes actions.
Alors, sachant que 2 actions que vous avez à faire, c'est 2 actions maximum. Si vous voulez en faire qu'une, vous n'en faites qu'une. Il n'y a aucun intérêt, mais pour en faire qu'une. Alors, le commerce, vous allez avoir un paquet de cartes. Donc, ces cartes, en fait, derrière, sont juste des cartes où vous avez toutes les différentes ressources qui sont représentées. Il y en a qui vont être à la baisse, d'autres qui vont être à la hausse. Je décide de faire une phase commerce. Donc, comme mon dé c'était un 5, je vais piocher 5 cartes. Je vais regarder les cartes, là, je les regarde secrètement, et je vais décider d'en appliquer une. Donc je vais dire, par exemple, le mycélium, je vais le faire monter de 3. Donc je mets ça, je défausse ces cartes-là, je monte le mycélium de 3, et maintenant je peux décider soit de vendre, soit d'acheter des ressources. Le coût, qu'on le vende ou qu'on l'achète, on le trouve ici. Donc ça va de 1 méga crédit à 10 méga crédit. Admettons que j'ai 2 mycélium. Si je revends 2 mycélium, je vais toucher 16 méga crédits, et après l'action de la vente, le coût va passer à 7. Donc je peux vendre autant de mycélium que la valeur de mon dé. C'est-à-dire si j'avais eu un 1, déjà j'aurais pioché qu'une seule carte commerce, que j'aurais été obligé de jouer. Et en plus j'aurais pu uniquement acheter ou vendre une seule ressource. Donc ça, pour vendre les ressources, on peut vendre le nombre de ressources que nous avons sur notre dé d'action. Acheter, c'est différent. On peut acheter au maximum 2 ressources d'un même type. C'est-à-dire, je peux acheter soit 2 acier, 2 pétrole, 2 vibrium, 2 mycélium ou 2 énergies. Donc je vais les payer, admettons que je prenne 2 aciers, je vais les payer 2 x 5, 10 méga crédits, et là, on va augmenter de 1 la valeur de l'acier. Vous avez des petites tuiles, ça c'est les tuiles financières, qui vous donnent des pouvoirs justement sur la phase d'achat. C'est pour ça qu'on les appelle les tuiles financières. Donc il y a celle-là, qui protège en plus des tourbillons. On a celle-là. Et nous avons également celle-ci. Voilà. Bon, je ne vais pas vous expliquer les petits bonus, mais voilà. Les tuiles financières, en fait, elles nous apportent, au-delà de la protection, elles nous permettent de booster nos actions commerce. Donc vous l'aurez compris, il y a une partie du cœur du jeu est quand même sur la phase commerce. Comme dans Archipelago, la phase commerce n'est pas négligeable. Petit point, lorsque une ressource arrive tout en bas, si on lui demande encore de baisser, elle ne peut pas. Dans ce cas-là, la carte servira à rien. Par contre, ce qui peut se passer, c'est vous arrivez tout en haut de la piste, donc là ça vaut 10 méga crédits, donc une ressource tout en haut vaut 10 méga crédits. Donc si vous en vendez 4, ça fait 40 méga crédits, 40 méga crédits, c'est 8 points de victoire, donc c'est pas négligeable. Par contre, si jamais un joueur fait la phase commerce et joue 7 cartes, donc c'est-à-dire il demande de nouveau à augmenter le vibrium et qu'on est déjà au maximum, là il se passe un crack financier. Derrière, on redescend au plus bas de la valeur du vibrium, c'est-à-dire 1 méga crédit, et le deuxième effet qui se coule, c'est que tous ceux qui ont du vibrium derrière leur petit écran, en ressources, sont obligés de toutes les vendre au coût de 1 méga crédit. Autant vous dire que la phase du marché, elle est hyper stratégique. Donc l'action de commerce, c'est quelque chose qui est simple, une mécanique simple, mais à mon avis hyper puissante. On a aussi possibilité de faire l'action qu'on appelle subvention. Donc la subvention, c'est pas compliqué comme action. Vous prenez la valeur du dé, vous la gagnez en méga crédit. Par exemple, si je fais l'action avec un 5, je gagne 5 méga crédits. Et autre action possible, c'est récupérer un jeton contrôle de la destinée. Alors, contrôle de la destinée, ça sert à quoi? Eh bien, ça servira à modifier la valeur de votre dé juste avant
le cataclysme, c'est-à-dire je suis ici. En action, je choisis de prendre ce pion. Alors, à ce tour-là, je ne pourrais pas le jouer. Hein. Donc, dans ce cas-là, vous le mettez. Moi, ce que je conseille, c'est vous le mettez comme ça. Une fois que la manche est terminée, vous le retournez, ça veut dire qu'il sera actif. Admettons, il est actif pour ce tour-là. Donc, au moment de jouer la phase cataclysme, je peux très bien défausser ce jeton pour changer la valeur du dé. Admettons que sur cette tuile, on avait une production de mycélium ou d'énergie. C'est-à-dire que lorsqu'on va arriver ici, on va le faire descendre sur le cataclysme en 5. Comme il y a le 5 jaune qui est ici, cette tuile va subir l'effet du cataclysme. Donc ce qu'on peut faire, en utilisant ce jeton, c'est de dire ok, je vais le changer dans une autre valeur. Alors, peu importe, hein, on la met en 3, alors ça peut très bien comme ça taper des adversaires. Donc dans ce cas-là, il défausse son jeton. Et en cataclysme, on appliquera l'effet du dé avec un 3. Donc là, le 5, on n'est plus touché. On ne peut posséder qu'un seul jeton à la fois. Hein. Il y a 4 jetons, il y en aura un max par joueur. C'est-à-dire, tant qu'on ne l'a pas dépensé, on ne peut pas en racheter un autre. On ne peut pas dire mes 2 actions, je prends 2 jetons destinés, c'est interdit. Ce que l'on peut faire dans la phase construction, on peut très bien avoir plusieurs bâtiments qui produisent la même ressource. Ça, c'est autorisé. Par contre, ce qui n'est pas autorisé, c'est sur les bâtiments de protection et les bâtiments financiers, on ne peut en avoir qu'un par type. Donc un comme ça et un comme ça. On peut en avoir qu'un sur le plateau de jeu. On n'a pas le droit d'en acheter 2 comme ça, ou 2 comme ça, ou 2 comme ça, enfin construire. Pareil pour les bâtiments financiers. On ne peut en avoir qu'un. De façon à ce que chaque joueur puisse avoir un bâtiment de chaque. Et il existe 2 actions supplémentaires que l'on peut faire, qu'on va appeler gratuites, parce qu'elles ne rentrent pas dans la limite des 2 actions. La première, si suite à un cataclysme, vous avez un scientifique qui est blessé, vous pouvez, à votre tour de jeu, pendant votre phase d'action, dépenser un mycélium pour le relever. Et autre action gratuite que vous pouvez faire aussi, qui ne compte pas dans la limite des 2 actions, admettons à ce tour-là, vous vous êtes déplacé sur une usine où il n'y avait plus de puces d'activation, ça peut arriver lorsqu'il y a des cataclysmes, je vous l'expliquerai juste après. Vous arrivez ici, donc vous avez fait un déplacement, alors que vous arriviez de la tuile ou d'une tuile adjacente, vous venez là, ça vous coûte 1. Mais même si vous étiez là, ça vous coûte 1 pareil. Et dans ce cas-là, gratuitement, alors gratuitement, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de vos 2 actions, en payant 5 mégacrédits, donc c'est pas si gratuit que ça, vous pouvez mettre une puce d'activation à vous, même si avant cette usine ne vous appartenait pas. Parce en gros, pour qu'elle vous appartienne, il faut que vous soyez dessus. Si vous arrivez comme ça, il n'y a plus personne parce qu'il y a eu un cataclysme et la puce d'activation est enlevée, vous arrivez ici, elle vous appartient, et pour produire après, tranquillement, pour pouvoir libérer votre scientifique, vous mettez une puce d'activation que vous payez 5 mégacrédits. Voilà, ça ce sont les 2 actions supplémentaires qui ne font pas partie de votre limite des 2 actions. Alors après les actions, maintenant, on passe aux phases de cataclysme. Alors, bien évidemment, là c'est pour vous montrer un exemple, mais on les résout une par une, c'est-à-dire une fois que le jaune est arrivé là, on fait le cataclysme, après le vert joue, descend, on fait le cataclysme, voilà. Là, je vous montre un petit peu un exemple de chaque sur les différents cataclysmes. Alors, le 1 jaune. On va regarder sur le plateau où on a du 1 jaune. Du 1 jaune, on en a ici. Alors, si on a à plusieurs endroits, on appliquera le cataclysme à plusieurs endroits. Ce qui fait que la planète, en fait, plus on va l'explorer, plus elle va se défendre. Donc là, c'est un 1, c'est un tremblement de terre. On voit le dé fissuré là. Donc, le seul bâtiment qu'il y a là, il n'y a pas d'être humain, c'est un bâtiment de protection. Alors, ce bâtiment de protection, ça tombe bien, il est contre les tremblements de terre. Pour l'activer, il faut que je dépense un vibrium. Donc si je dépense un vibrium, je peux protéger un hexagone où qu'il soit. C'est-à-dire je peux protéger celui-là, mais je pourrais très bien protéger contre un tremblement de terre
un bâtiment qui est ailleurs. Hein, par exemple, si ça avait été un 1 vert, pour protéger ici mon scientifique, hein, parce qu'un cataclysme, ça dégomme pas tout ce qu'il y a dessus. Hein. Donc déjà on le fait par tuile. Donc là, admettons, on aurait eu un 1 vert. Donc lui, on aurait automatiquement blessé notre scientifique. Eh bien, grâce à ce bâtiment, sur tous les effets tremblements de terre, si je dépense un vibrium, je peux sauvegarder un hexagone. En fait, toutes les tuiles ou mes unités qui sont sur un hexagone. C'est-à-dire, si on avait eu du verre ici, bien évidemment, on ne protège pas le joueur vert. Donc, bâtiment de protection n'affecte que nous, mais affecte toute une tuile. C'est-à-dire, si j'avais un bâtiment ici plus un bâtiment ici, ça, un vibrium défend par contre les deux tuiles, les deux bâtiments. Ensuite, on a le 2 vert. Alors, le 2 vert, on vient sur cette tuile. Donc, on voit le dé épiqueté, il y a un petit geyser, c'est un geyser d'acide. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai aucune protection contre les geysers sur le plateau. Donc derrière, ici, je perds ma tuile, ma puce d'activation. Et ici, je choisis, soit je perds ma puce d'activation, soit je perds soit je blesse mon scientifique. Alors, dans ce cas-là, je vais décider de blesser mon scientifique. Alors la différence entre les deux, c'est que pour relever un scientifique, il faut dépenser un mycélium. Pour remettre une puce d'activation, il faut dépenser 5 mégacrédits. Donc c'est vous qui voyez, hein, ce qui est le plus intéressant pour vous. Hein, mais vous pourriez très bien laisser votre scientifique debout et enlever la puce d'activation. Alors, ça n'empêchera pas cette usine de produire tant que vous avez un scientifique dessus. Disons, l'automatisation, ça vous permet, d'où son nom, de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de scientifiques pour faire fonctionner l'usine. Hein, donc vous pouvez choisir. Mais par contre, vous avez vu, l'effet est appliqué sur chaque tuile. Hein. C'est pas, on applique un effet par joueur. Et vous pouvez avoir aussi sur des tuiles plusieurs cataclysmes qui peuvent arriver. Si j'avais eu un 2 vert et un 2 rouge, donc premier effet, boum, le geyser, deuxième effet, le tremblement de terre. Ce qui veut dire que dans un premier temps, lui, admettons, avec le geyser, si on était dans ce cas-là, la tuile là, elle est détruite, alors on la remet dans la réserve. Ici, je couche mon scientifique. Deuxième effet qui se coule, le tremblement de terre. Je perds mon scientifique, donc il revient dans ma réserve. Ensuite, on passe avec le 3. Donc vous voyez, le 3, il y a encore un geyser. Donc là, il y avait 2 verts geyser, 3 bleus geyser. On applique 2 fois l'effet du geyser. Là, ça peut faire très très mal. Hein. Et ensuite, on a le 4 rouge. Donc le 4 rouge, on l'a vu dans cet exemple-là. Hein. Le 4 rouge, tremblement de terre. Bâtiment n'appartient à personne. Il n'y a plus de puce d'activation. Donc derrière, le bâtiment est éliminé. Voilà. Et celui qu'on n'a pas vu, c'est celui-là, c'est la tornade. Alors, je vais revenir sur les tuiles financières. Donc, chaque tuile financière, ce sont des gens qui sont dans les bureaux, hein, les financiers. Hein. Donc eux, quand ils veulent travailler, aller dans un endroit, sur une planète notamment qui est dangereuse, ils veulent s'assurer quand même que leur bâtiment est efficace. Donc là, ce bâtiment est immunisé au geyser. Ça tombe bien, il a été construit sur une tuile où le seul cataclysme qui peut arriver, c'est un geyser. En gros, éviter de construire une protection de geyser pour une tuile financière, par exemple ici. Hein, ça ne protège pas des tourbillons, ça ne protège pas des tremblements de terre. Hein, et puis celle-là, elle ne protège que ce bâtiment-là. Hein, elle protège uniquement le bâtiment financier. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, chez chaque construction, c'est 5 mégacrédits, sauf que les tuiles financières, en plus, il faut payer une ressource. Donc là, il faudra payer un acier. Mais on la paye une fois, hein, après c'est terminé. Autre cas, nos véhicules, les rovers, on en a 2 hein, par joueur.
Un rover, lui, s'il prend un cataclysme, ben, il est carrément détruit, c'est-à-dire il est renvoyé dans la réserve du joueur. Alors, comment fait-on pour fabriquer un rover ou pour avoir plus de scientifiques? Eh bien, c'est au spatioport, la tuile qu'on a vue tout au début. Elle a un 6. Là, mon scientifique est parti, j'ai plus personne dessus. Donc je peux, si jamais il y a un 6, pour une action, je paye soit un pétrole et je mets un rover, soit je paye un mycélium et je mets un scientifique. Donc vous verrez que l'action de déplacement, vous allez devoir quand même vous en servir. Parce que sinon, tant que vous avez un scientifique ici ou un rover qui ne bouge pas, vous ne pourrez pas avoir d'autres scientifiques ou d'autres rovers en plus sur le plateau. Et donc une fois qu'on a terminé la phase des actions, eh bien le premier joueur prend une ressource. Alors les ressources qu'il a le droit de prendre c'est l'acier, le vibrillium et le pétrole. Sont des ressources qui peuvent s'épuiser, contrairement à l'énergie et le mycélium que génère en fait la planète. Donc lui décide, allez, de mettre un vibrillium. Et on passe au tour 3. On donne le plateau leader au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et enfin, à la fin de partie, donc à la fin du tour 12 ou du tour 8 ou du tour 9, suivant le nombre de joueurs et la durée de partie qu'on aura choisi, chaque bâtiment de production vous rapporte 2 points de victoire. C'est marqué dessus. Chaque bâtiment de protection, bâtiment financier, c'est pareil, c'est marqué dessus, il vous rapporte 1 point de victoire. Chaque spatioport vous rapporte 2 points de victoire. Alors, vous n'avez qu'un spatioport, c'est ceux de votre point de départ, sachant que sur ces spatioports-là, il ne peut pas y avoir de cataclysme, donc vous ne les perdrez jamais. Donc minimum, vous marquerez 2 points de victoire. Chaque rover rapporte 1 point de victoire, et ensuite, chaque joueur gagne également 1 point de victoire par tranche de 5 mégacrédits qu'il possède. Donc c'était la présentation de Living Planet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans vos commentaires. Si j'ai fait des erreurs de règles, c'est possible, n'hésitez pas à me le signifier. Et puis sur ce, je vous dis salut.